Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est très fiers à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison pour vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue. Comme vous le savez les jeunes, cette semaine, c'est la semaine thématique du design. Et pour notre quatrième mentor, on termine en force avec une architecte. Donc, on reçoit Madame Marie-Josée Deschênes. Bonjour, Madame Deschênes. Bonjour. Et tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation parce que la profession d'architecte, c'est extrêmement populaire à chaque année auprès des jeunes qui s'inscrivent à Jeunes Expo. Donc, on est tous très curieux d'en apprendre plus sur votre quotidien. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je tiens à spécifier pour les jeunes qui sont à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour Madame Deschênes, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo, puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, Madame Deschênes, pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi vous avez accepté notre invitation, pourquoi vous voulez vous adresser aux jeunes aujourd'hui? Bien, parce que ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un honneur d'avoir l'occasion de parler aux jeunes, de parler à la relève et habituellement dans les années précédentes, des fois, j'avais des stagiaires d'un jour là, qui me suivaient pendant une journée. Puis là, on sait qu'avec la pandémie, c'est un petit peu plus difficile. Et je trouve que c'est l'avantage de la pandémie, on essaie toujours de trouver le positif dans ce qu'on vit, c'est peut-être nous avoir permis de propulser les outils informatiques et le virtuel nous permet d'avoir un meilleur rayonnement. Et donc, je suis contente. Puis, excusez-moi, les courriels rentrent, qu'est-ce que vous voulez? C'est le travail qui continue. Alors, mais je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est un honneur. Ben, pour nous, c'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir parce que la profession d'architecte, on connaît le mot, mais est-ce qu'on connaît vraiment ça, en quoi ça consiste? C'est ce qu'on va démystifier aujourd'hui. Je vous laisse donc nous présenter votre organisation. Vous êtes à votre compte, alors si vous voulez nous en parler davantage. Oui, bien, moi, je suis une architecte qui étudie à l'Université Laval. Donc, je suis une fille de Québec, de Charlebourg. Et j'ai travaillé pour différents organismes. J'ai travaillé pour la municipalité de Baie-Comeau, la ville de Baie-Comeau. J'ai travaillé pour des firmes d'architectes privés. J'ai travaillé à la Commission de la capitale nationale, mais j'ai toujours rêvé d'être à mon compte. Un architecte, c'est quelqu'un qui veut créer des choses, bâtir des choses. Et donc, on peut travailler soit pour les organismes publics, mais moi aussi, ce qui me faisait rêver, c'était d'être dans le concret, dans les chantiers, tout ça. Puis des fois, quand on travaille au gouvernement, bien, on gère de loin, mais on n'est pas beaucoup proche de la réalité. Alors là, en étant à mon compte, depuis 2008, j'ai bâti une équipe, j'ai bâti une firme qui porte mon nom, Marie-Josée Deschênes Architecte, parce que j'étais tout seule. Puis, depuis 2013, j'ai créé une société, donc une compagnie, parce qu'on a le droit depuis quelques années, parce qu'on n'a pas toujours eu le droit, les architectes, d'être incorporés. Alors ça permet au niveau fiscal, c'est plus intéressant. Donc, on est vraiment une petite entreprise et actuellement, on est environ 6. Ça bouge beaucoup. Je viens d'engager 2 nouvelles personnes. Et notre mode de travail, c'est le télétravail. Donc, ce n'est pas la pandémie qui nous a mis au télétravail. Ça a toujours été comme ça OK. dans mon mode d'affaires, si on pourrait dire. Ce qui me permet d'avoir des gens de partout. Montréal, j'ai des gens à Montréal, à Québec, près de Lac-Mégantic, à Lac-Drolet. J'ai mon bras droit là, qui est avec moi depuis 10 ans, qui est aux îles de la Madeleine. Donc, on rayonne. Wow. Puis, quand les gens nous disent on a un projet, comme là, un matin, j'ai eu un courriel sur la base Côte-Nord. Ben, je fais comme, ouais, peut-être, on peut y aller. On n'a pas de limite. Exactement, c'est ça l'aspect positif du virtuel, c'est que ça nous permet d'être un peu partout à la fois, sans être là directement. Donc, j'imagine que à travers tout ça, la communication dans votre équipe, ça doit être extrêmement important. Absolument, mais vous savez, la communication, c'est pas facile, hein? Fait que c'est pas parfait. Mais oui, en effet, on communique, étant donné qu'on est en télétravail, mais peut-être aussi je dirais qu'il y a 20 ans, dans les bureaux d'architectes, on se parlait, on se voyait, on était un à côté de l'autre, puis on se disait ah, tu pourrais-tu me faire ça, tu pourrais-tu me faire ça? On envoyait des fax à nos clients ou nos partenaires. Il n'y avait pas de courriel. Maintenant, avec le temps, les courriels sont arrivés, ce qui nous permet d'échanger rapidement, facilement avec les clients et en ayant toujours des écrits
hein, qui reste pour dire j'ai telle chose à faire, il m'a demandé telle chose. Donc, moi, je trouve ça plus facile pour gérer. Et dans notre équipe, on travaille avec un logiciel qui s'appelle Basecamp, qui est un logiciel de gestion de projet, un peu comme Google peut offrir, puis bien d'autres. Et ça a été développé à Chicago. Et donc, c'est comme une espèce de système nuagique, là, si on pourrait dire. Et on a tous nos projets, puis dans chacun des projets, on crée des tâches. C'est peut-être un peu des fois un peu tannant là, pour les gens parce que c'est très administratif, si on pourrait dire, mais ça nous permet de discuter entre nous, évidemment toujours par courriel. Puis, sachez aussi qu'à journée longue, comme là, au moment où je vous parle, j'ai 3 messages Skype qui sont rentrés de mon équipe parce que quand c'est informel, l'informel, on le fait plus avec Skype. On appelle, on dit, es-tu disponible, je peux-tu te parler? Puis quand Internet ne va pas bien, ben on se téléphone. Donc là, déjà, on a parlé de 2 qualités qui sont super importantes. Être un bon communicateur avec l'équipe puis avec aussi les clients pour tout orchestrer les projets. Il faut être aussi extrêmement organisé. Donc, de là, l'importance d'avoir des logiciels comme ça d'organisation qui permet de bien classer les projets. Si je comprends bien, vous travaillez sur plusieurs projets à la fois. C'est pas juste un projet, on le termine, on enclenche un autre. Ça peut être plusieurs projets en même temps. Bien, écoutez, c'est la clé de notre travail. Un architecte, ce que c'est que c'est un chef d'orchestre. Donc, il doit gérer. On veut faire des projets. Donc, pour faire des projets, ça prend du monde. Un architecte ne travaille jamais seul. Donc, soit qu'il a son équipe interne, mais après ça, on travaille en collaboration avec toutes sortes de personnes, dont les premiers professionnels qui sont nos alliés, ce sont les ingénieurs, qu'ils soient en structure, en mécanique électrique. Évidemment, là, on parle d'architectes. Moi, j'inclus toujours là-dedans les techniciens en architecture. Pour moi, on est dans le même corps de métier, même si on ne fait pas exactement la même chose, mais on est dans la même équipe. Et après ça, évidemment, on a nos clients qui, eux, nous disent, moi, je veux faire tel projet. Donc, en effet, il faut être capable aussi de gérer nos clients, communiquer avec eux. Et comme je vous ai dit, notre firme, elle a 12-13 ans. Fait que là, j'ai une firme qui commence à être un petit peu plus mature, mais c'est long de construire une firme. Et là, on travaille sur, je vous dirais sans mentir, là, je dois être sur entre 50 et 100 projets en même temps. Wow. Donc, mais les projets ont différentes grosseurs. On a des petits projets, des moyens projets, des plus gros projets. Mais on n'a pas des projets, ma firme n'a pas de projet, mettons, ça ne dépasse jamais la valeur, mettons, de construction d'1 million. Là. On est tout en bas d'1 million. Puis on ratisse, on aide beaucoup des particuliers. Moi, on est spécialisé dans le patrimoine religieux, fait qu'on travaille beaucoup avec les fabriques. Et puis, on a un projet aussi qui s'appelle la clinique d'architecture en Chaudière-Appalaches. Clinique d'architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches, pourquoi je me trompe. Et là, ça démultiplie, je pourrais dire là, que là, c'est une explosion de projets. On a juste dans ce projet-là, actuellement, activement, 180 petits projets. Ça veut dire 180 clients qui soit sont finis, là, les projets, ou qui sont en cours. On fait comme des médecins, on va chez les gens, on regarde leur maison ancestrale, hein, toujours, on est toujours dans le patrimoine, et on leur donne des conseils. On fait soit des rapports ou des esquisses. Alors, c'est notre quotidien aujourd'hui. Fait qu'il faut être organisé, c'est évident, et méticuleux, mais ça s'acquiert. Hein. Puis, il y a une question également qui revient souvent. Vous avez mentionné que vous travaillez surtout pour le patrimoine, donc la restauration probablement des bâtiments anciens, des bâtiments existants. Donc, la question qui revient souvent, c'est de savoir, est-ce qu'un architecte est expert, par exemple, dans le résidentiel, ou alors est-ce que l'architecte doit être expert dans les bâtiments, les grosses entreprises, ou alors on est un peu expert dans tout? Quelle est la réalité? Écoutez, il y a toutes sortes, il y a autant d'architectes, il y a autant d'expertise qu'il y a d'architectes, OK? Donc, mais si on veut faire des grandes catégories pour se comprendre, moi, je dis toujours que les architectes du patrimoine puis les architectes. C'est-à-dire que, en général, notre profession, la plupart des architectes font la construction neuve, donc du commercial, des tours à bureaux, du condo. Puis les architectes qui font du neuf,
On appelle ça comme ça. Moi, je dis ça. Les architectes qui font du neuf, ils se spécialisent. Ça peut être des architectes qui font beaucoup, beaucoup de condos, condominiums résidentiels. Il y en a qui se spécialisent dans les hôpitaux. Il y en a qui se spécialisent dans le commercial. Donc, les architectes qui sont à leur compte, parce que je parle d'eux, habituellement, là, pour être capable de faire leur place sur le marché, ils se spécialisent. Puis moi, je me suis spécialisée dans le patrimoine. C'est comme ça que j'ai été capable de développer un marché. Puis les architectes qui travaillent au gouvernement ou dans les municipalités, eux autres aussi se spécialisent. Si on travaille au ministère de la Famille, puis on fait des CPE puis des garderies, veut pas, on va se spécialiser là-dedans. Tu sais, on va travailler là-dedans, mais on va devenir un expert parce qu'on fait ça à journée longue. Si c'est un architecte qui travaille au ministère de la Santé, il va se spécialiser dans les hôpitaux. Mais un architecte, à la base, c'est un généraliste. Mais je pense que c'est à travers les passions, tu sais, pour être architecte, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, là, il faut être passionné de ça. Puis là, dépendamment de ce que le jeune va rencontrer sur sa route, puis ce qu'il va étudier à l'école, il va développer une expertise. Actuellement, ce qui est très, très, je dirais à la mode, mais ce n'est pas le bon mot, là, c'est tous les jeunes architectes qui développent l'architecture écologique. Donc, l'architecture de développement durable, les nouvelles façons de construire plus écologiques. Ça, on en a énormément besoin. Donc, ça peut s'adresser à toutes les sortes de bâtiments, mais l'architecte va être spécialisé dans une architecture durable. Alors, voilà. On parlait tout à l'heure que la profession a énormément évolué depuis les dernières années. Là, on a la chance d'avoir le mode virtuel, les courriels, mais auparavant, c'était vraiment, on recevait des fax, puis je pense que tous les plans étaient format papier. Maintenant, en 2021, quels sont les outils que vous utilisez pour faciliter votre travail? Est-ce qu'on est tout à 100% dans l'ère numérique ou il y a quand même une version qui est papier-crayon encore qui existe? Écoutez, vous parlez à une architecte mature. Donc, moi, quand j'ai étudié dans les années 90 à l'Université Laval, on travaillait à la main et c'était dur, on piochait, mais c'est un plaisir de travailler à la main. Mais sachez pour les jeunes là, que vous ne travaillerez pas à la main. Mais c'est bon de savoir les techniques de dessin qui soient faites à la main ou à l'ordinateur, c'est les mêmes. C'est-à-dire que l'architecte, lui, bon, évidemment, il fait des plans, hein, c'est la base de l'architecte, de sa profession. Il gère, mais en réalité, notre outil premier, c'est le plan. Et un plan, il y a toute une façon de faire des plans pour que ce soit clair, que ce soit le fun à regarder, parce que ça peut devenir très compliqué rapidement. Alors, il y a évidemment la profession qui se spécialise dans la réalisation de plans de qualité, ce sont les techniciens ou technologues. Donc, ça, je veux le dire parce que quand on prend de l'expérience au niveau de l'architecture, comme moi, là, je ne trace jamais une ligne. Je n'ai pas le temps de dessiner. J'ai des techniciens qui travaillent pour moi, des fois les stagiaires en architecture qu'on embauche, c'est eux autres qui dessinent parce qu'il faut qu'ils apprennent à dessiner. Mais sachez, c'est tout à l'informatique maintenant. Moi, j'ai connu, c'est ça, le dessin à la main dans les bureaux. J'ai connu l'arrivée des ordinateurs. Je pourrais vous en parler, toutes sortes d'anecdotes. C'était incroyable parce que on disait à la blague qu'on ne dessinait plus, on faisait presque la programmation, on faisait juste taper nos commandes pour être capable de faire des lignes. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. Là, les logiciels sont beaucoup plus faciles et très efficaces. Et moi, j'ai une surface là, avec laquelle je travaille, Windows, avec un stylet. Et depuis que j'ai découvert ça, en 2016, je fais tout informatique. Donc, quand je reçois des PDF de plans, je les annote au stylet. Je n'ai pas besoin d'imprimer, je n'ai pas besoin de numériser. Par contre, sachez que quand on travaille avec un stylet, c'est comme si on travaillait à la main. Il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de grandeurs de traits, même si c'est plus rapide que de commencer à aiguiser ses crayons. Fait que je retrouve quand même le bonheur de quand je dessinais à la main. Fait que ça va toujours rester, c'est l'outil qui change. C'est important justement de connaître ces bases-là là, en dessin, c'est sûr, là, pour faciliter le travail. Je vais enchaîner ici avec une question de Jessie qui est vraiment intéressante. Elle se demande, dans votre équipe, avez-vous des gens qui s'occupent plus particulièrement de la conception visuelle, dessin et d'autres qui sont plus axés sur les calculs, les mathématiques, parce que les mathématiques, c'est quand même
un élément important là, de votre profession. Jessie, je vais t'enlever un poids, à moins que tu sois une maniaque des calculs. On fait presque pas de calculs. OK. L'architecture, c'est la gestion des projets de construction, là, je l'ai dit. Puis nos alliés, ce sont les ingénieurs. Donc, s'il y a des calculs de structure, des fois, on peut faire des calculs de capacité, mais c'est très, très simple. OK? Mais si on a des calculs de structure à faire, quand on fait du neuf particulièrement, là, de l'architecture neuve, ce sont les ingénieurs qui font les calculs. OK? On travaille en équipe avec eux. Puis eux autres, ils ont des logiciels pour faire les calculs. Fait que dans mon équipe, ce que j'essaie de faire, c'est sûr que chacun a ses aptitudes. J'essaie de faire aux gens ça dans quoi ils performent le mieux pour que ce soit plus fun pour tout le monde, plus efficace, plus rentable. Mais ça donne depuis quelques années que j'ai des jeunes stagiaires qui arrivent. Puis j'ai beaucoup à cœur, un peu pourquoi je prends le temps de vous parler aujourd'hui, j'ai à cœur aussi à ce qu'ils deviennent de super bons architectes et qu'ils soient à l'aise à tout faire. Vu qu'on est une petite firme, j'ai le droit, c'est moi qui décide, on n'est pas une firme sans architecte, là, donc c'est moi qui décide qui fait quoi. Donc, comme ce matin encore, je me coordonnais avec une future architecte, une stagiaire, puis je disais, ben là, je veux que tu apprennes à faire des offres de services, je veux que tu apprennes à faire les suivis auprès des clients. Comme on a dit, la communication, c'est important. Après ça, je veux que tu apprennes à dessiner AutoCAD. Après ça, tu vas apprendre à gérer les projets. Après ça, tu vas apprendre à gérer les chantiers. Tu sais, il y a plusieurs tâches. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui performent mieux dans certaines tâches, par exemple de conception. On voit qu'ils ont plus de facilité au niveau du dessin, tout ça. Parce qu'on travaille aussi en plan avec AutoCAD. De plus en plus, il y a le logiciel Revit qui permet de dessiner en 3D tout de suite. Mais on a un autre logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est plus facile, puis qui permet de faire des petites maquettes 3D facilement. Puis comme je vous ai parlé de la clinique d'architecture, ben j'ai des gens qui prennent avec des photos, on prend des photos des maisons, des maisons sur lesquelles on travaille. On fait une petite maquette 3D, puis là, on vient concevoir, mettons, des changements de couleur, des agrandissements, tout ça. Puis oui, dans l'équipe, il y a des gens qui sont plus habiles que d'autres pour faire ça. Puis, mais je sais que tout le monde touche à tout. Je pense que c'est ça qui est le fun dans notre profession. Tout à fait. Il y a aussi la pensée selon laquelle c'est plus facile, justement, pour la créativité, puis pour la technique de partir à neuf versus travailler sur un bâtiment existant. Vous qui êtes experte en restauration, quel est votre avis par rapport à ça? Bien, nous, on n'aime pas ce qui est facile. C'est pour ça qu'on travaille sur l'existant. C'est-à-dire que c'est une blague, là. Ce que ça veut dire, c'est que, oui, quand j'ai fait mon cours, là, je ne pensais pas me spécialiser dans le patrimoine, mais je trouvais que de construire à neuf, c'était vraiment facile. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, as un terrain que tu construis, puis là, bon. Ce qui est dur, parce que la terre est complètement construite partout, et si on change d'échelle, bien, la ville de Québec est construite. Moi, je suis dans Bellechasse. Je veux dire, c'est rare qu'on intervient sur un champ libre qui n'a rien du tout, là. C'est très, très rare. Donc, on est toujours obligé de dialoguer avec ce qui existe. Fait que moi, c'est ce bout-là qui m'a toujours intéressée et fascinée. Oui. Mais quand on commence à comprendre les lois qui règlent, qui ont permis à ce qui existe d'être construit de telle ou telle manière, bien là, ça devient intéressant de venir insérer un nouveau bâtiment d'une trame ancienne, venir agrandir une maison qui a déjà son style. Moi, je trouve ça très stimulant. C'est ça que je trouve le fun. Puis en plus, j'ai toujours été sensible à l'écologie, là, je pense que ça va avec. Puis je trouve que je dis toujours à la blague, je suis une architecte qui n'aime pas pas construire. C'est-à-dire que j'aime mieux optimiser ce qui existe. Fait que pour moi, c'est aussi préserver notre patrimoine bâti, notre histoire. Puis en plus, ben, c'est écologique parce qu'on récupère quelque chose qui existe déjà. Je vais enchaîner tout de suite avec une question de Marie-Lou. On en a parlé un peu plus tôt dans l'entrevue, mais elle se demande vraiment la description d'une journée type dans votre profession. Supposons que moi, je vous appelle, nouvelle cliente, j'ai un bâtiment là, centenaire, puis j'ai besoin de vos services pour un agrandissement. Quelle est la démarche? Comment vous gérez ça rapidement? Ben, écoutez, c'est deux questions en une parce que, comme ce matin, là, j'avais des demandes d'offres de services depuis un mois là, je n'avais pas le temps de répondre.
Fait que si quelqu'un m'appelle ou m'envoie un courriel, ben là, je vais prévoir probablement un rendez-vous téléphonique avec cette personne-là pour bien comprendre c'est quoi ses besoins, Oui. voir qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-là. Des fois, quand c'est un petit peu compliqué, j'aime mieux aller voir sur place avant de faire l'offre de service. Après ça, on fait une offre de service, puis nos offres, depuis le temps qu'on en fait, on a comme un modèle type, fait que c'est pas très compliqué, puis on a nos tarifs déjà établis. Donc, ça, c'est si on commence un mandat avec un propriétaire. Mais les journées types, il n'y en a pas. OK? C'est ça qui est le fun aussi. Moi, j'aime bien être chez moi puis être capable d'avoir la paix puis de pouvoir avancer des dossiers, coordonner, m'assurer que les projets avancent. Mais mettons qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Puis là, on a beaucoup de réunions Zoom. Hein? Fait que c'est des réunions, là, ça n'arrête pas. Là, on en a beaucoup. Mais comme demain, c'est une journée où je sors. Fait que demain matin, je vais voir un chantier. Je vais faire des relevés chez quelqu'un. Je m'en vais à l'île d'Orléans. Je fais des relevés chez la personne. On parle de son projet. Après ça, on traverse. Je m'en viens dans Bellechasse. Je vais voir un autre chantier avec un entrepreneur. C'est évident. Là, quand on va au chantier, on va parler avec l'entrepreneur. Comment ça va? On regarde ce qu'il a fait. Oui, OK, ça avance bien. As-tu des problèmes? Bon, tout ça. Puis après ça, je vais refaire une autre relevée. Fait que c'est ma journée de demain, puis je vais finir je vais commencer à, je sais pas, là, 8 heures, puis je vais finir à 6 heures. C'est environ nos journées, ça. Des bonnes journées. Puis ce que vous mentionnez également, c'est qu'il y a le parallèle entre le travail de bureau, plus individuel, mais il y a aussi énormément de travail d'équipe avec, bon, les ingénieurs, les autres corps de métier, votre équipe d'architectes et de techniciens en architecture. Puis il y a aussi le volet très terrain où est-ce que là, vous êtes amené à aller directement dans les chantiers. Ça doit être super intéressant de voir concrètement où en est votre travail. Est-ce que je me trompe ou bien dans un projet d'architecture, l'architecte agit ou pose ses idées en amont, puis ensuite, ça appartient à l'ingénieur de faire ses calculs en fonction de ce que vous lui présentez? Bien, dans les projets, vous avez raison. Dans les projets, les ingénieurs, mettons, sur 100 d'un projet, là, la structure, là, c'est environ, mettons, 20 Je dis ça comme ça, là, dans l'ensemble de ce que je fais. Donc, ce n'est pas l'élément clé, là, toujours. Souvent, ça vient enrichir le travail qu'on fait. Comment ça fonctionne en patrimoine, là, je vous parle de ça, c'est qu'on détermine avec le client, selon sa capacité de payer, son budget, son échéance, les problèmes qu'il y a sur le bâtiment. Là, moi, je suis sur des bâtiments existants. Qu'est-ce qui sont les travaux à faire? On détermine tout ça, on fait des plans. Et après ça, on va en appel d'offres pour choisir un entrepreneur. Souvent, on prend l'entrepreneur le plus bas parce que tout le monde court après les sous, c'est normal, mais on essaye toujours de s'assurer qu'on va atteindre un niveau de qualité quand même. Puis moi, je peux vous dire que dans le monde de la restauration, les entrepreneurs qui soumissionnent, c'est des gens excellents parce que ce sont des projets un petit peu plus compliqués, puis c'est pas n'importe qui peut dire hey, « moi, je vais m'essayer. » Et donc, quand arrive le chantier, on vient valider tout notre processus. Nous autres, on a pensé faire ça comme ça, comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, on parle avec la personne de métier, puis là, c'est super le fun. C'est là que moi, je trouve que le fun commence parce que là, il vient dire, ouais, OK, je suis d'accord avec toi, puis oui, c'est réalisable, on le fait demain. Là, c'est comme, OK, wow, ça commence. Fait que c'est là que ça devient concret. Là. Fait que demain, moi, je vais avoir un peintre demain matin qui travaille sur une église à l'île d'Orléans, puis demain après-midi, je vais avoir un maçon qui est à Arma, qui est en train de restaurer la maçonnerie. Que quand eux, quand on va avoir fini notre projet, ça va faire une différence sur le bâtiment. On règle des problèmes, hein, vous avez compris, là. Soit que l'eau rentre dans le bâtiment, la maçonnerie est brisée, la peinture appelle, elle n'est pas belle, il y a du bois de pourri. C'est à ça qu'on s'attaque. On fait de la conception aussi. Là. Moi, je vous parle de mon quotidien. Puis quand il faut agrandir des bâtiments, transformer des églises, là, tout le côté conception, imagination embarque. Mais même dans les projets très techniques, où on a des problèmes très techniques, il faut avoir de l'imagination. Pour trouver, on est toujours en mode solution. Là. Ça, c'est important de le dire, le mode solution. On l'entend aussi de la part des ingénieurs qu'on a reçus pendant la semaine thématique du génie. C'est super important. La persévérance aussi, surtout parce que un projet peut pas aller 100% comme on le souhaite au départ. Des fois, ça prend de la résilience. Il faut revenir en arrière, réévaluer la chose, puis s'ajuster, surtout sur des bâtiments existants où est-ce qu'il y a plein de contraintes
qui sont déjà là. On doit travailler avec ce qui existe finalement. J'aimerais qu'on parle maintenant, Madame Deschênes, de la formation associée à votre belle profession. Qu'est-ce que ça prend pour devenir architecte? Donc, ça prend évidemment secondaire 5, le cégep en sciences, là, et pour rentrer au baccalauréat à l'université, évidemment, pour être architecte, il faut aller à l'université. À Québec, il y a l'Université Laval, mais il y a l'Université de Montréal, je ne veux pas me tromper, McGill. Il y a 3, maximum 4 programmes d'architecture au Québec. Ce sont des programmes qui sont contingentés. De là, l'architecture c'est un peu comme les ingénieurs, hein, on est un peu pareil. Ce sont vraiment des professions voisines. D'ailleurs, j'ai failli, moi, j'avais demandé génie civil et architecture, puis je priais très fort que ce soit architecture, mais j'ai été d'abord acceptée en génie civil, puis là, j'attendais ma lettre. Je peux vous dire qu'il faut être très persévérant, mais il faut, ceux qui veulent être architectes, là, je vous encourage, allez-y, si c'est une passion, vous allez tout réussir avec le temps à passer toutes les étapes. Faut pas lancer la serviette avant d'avoir essayé. Et après ça, c'est 3 années de bac, 2 années de maîtrise. En tout cas, à l'Université Laval, c'est comme ça. Et maintenant, depuis que moi j'ai terminé, il y a eu des maîtrises qu'on appelle professionnelles. Moi, j'ai fait une maîtrise de recherche. Tu sais, après mon bac, quand j'ai fini en 93, c'était une grande récession. Là. Il y en a qui n'étaient pas nés, là, qui nous écoutent. Fait que c'est drôle, je parle à des vraiment très jeunes. Mais je suis rendue là dans ma vie, c'est ce que ça veut dire. Et donc, j'ai eu une bourse, puis j'ai fait une maîtrise de recherche pour, justement, là, j'avais compris que je voulais travailler en patrimoine, puis pour mieux comprendre le domaine. Et après ça, mais ça, c'est une maîtrise de recherche, mais aujourd'hui, pour être architecte, il faut faire une maîtrise professionnelle, c'est obligatoire, de 2 ans. Fait que le bac maîtrise, c'est 5 ans, tu sais, il faut quand même. Et après ça, il faut s'inscrire à l'Ordre des architectes pour être stagiaire en architecture. Puis le mot stagiaire, on a toujours trouvé que c'était péjoratif. Mais quand tu es stagiaire en architecture, tu as étudié, là, puis tu n'es pas. Il y a des fois, des gens me disaient, ah, stagiaire, ben, pas besoin de payer. Non, non, c'est comme être externe, l'externat à la médecine. En médecine, c'est ça. Un avocat qui étudie, qui se prépare à passer son barreau, là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Fait que sachez que dans mon équipe, j'ai 3-4 stagiaires en architecture. Fait qu'ils travaillent. Ce sont des futurs architectes. La seule chose, c'est qu'ils ont des heures à accumuler selon différents profils de types de tâches à faire. Et après ça, il y a 4 examens à passer pour être admis à l'Ordre des architectes en tant qu'architecte. Donc, la formation est somme toute assez longue. On a parlé de 5 ans à l'université. Ensuite, on a une période comme stagiaire en amont de passer ces examens finaux, puis faire partie de l'ordre. Je pense aussi un avenue qui peut être intéressante pour les jeunes au collégial. Oui, vous pouvez faire les sciences naturelles avant de rentrer à l'université pour votre baccalauréat en architecture, mais vous pouvez aussi faire la formule passerelle. Donc, DEC-BAC, vous inscrire à la technique en architecture dans certains cégeps, une technique de 3 ans, et ensuite faire la passerelle à l'université là, pour poursuivre votre parcours. Je vois que le temps file énormément, mais on a des belles questions ici de la part des jeunes. Je pense que c'est important de les soulever. Ici, il y a Jessie qui se demande, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des designers d'intérieur pour décider justement avec le client plus de l'aspect visuel, esthétique? Ben, je ne travaille pas beaucoup avec des designers d'intérieur parce que ce que je fais ne s'y prête pas beaucoup. Parce que comme je vous ai dit, je travaille beaucoup plus dans, mettons, la restauration d'église. Mais j'en ai quelques projets où mes clients disent, d'autres, on a une designer, fait qu'on on collabore avec ces gens-là. C'est sûr que quand on travaille dans des maisons patrimoniales, nous, on est très sensible à préserver, tu sais, il n'y a pas juste l'architecture extérieure qui est importante, il y a aussi tous les décors intérieurs. Donc, on essaie toujours d'optimiser la préservation des cloisons anciennes, tout ça qui ont tout souvent une belle qualité. Mais ça peut arriver, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, nous, tu sais, mettons la recherche de fini, de couleurs, tout le côté plus décoration, moi, je suis moins spécialisée là-dedans. Ça rejoint aussi la question de Marie-Lou en terminant qui se demande si des fois vous devez réaliser des projets qui ressemblent un peu plus à l'urbanisme ou bien à l'architecture paysagée.
Est-ce que ça arrive dans certains cas? Oui, oui, aux îles, juste, ça me vient vite à l'esprit, aux îles de la Madeleine, là, Marie-Hélène Verdi, qui est ma collègue, est là-bas. Puis elle développe beaucoup des projets aux îles. Puis il y a plein de projets. On travaille avec la municipalité des îles de la Madeleine pour des zones sensibles patrimoniales où là, on va commencer des développements de parcs parce qu'il faut comprendre aussi qu'un architecte, il développe des relations avec des clients. Puis des fois, les clients, ils ont toutes sortes de besoins. Fait que ce qu'on fait, ben des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des généralistes. Je ne suis pas spécialisée là-dedans. Je vais engager un architecte paysagiste, c'est-à-dire que je vais m'associer avec une firme d'architectes paysagistes pour qu'on fasse le travail ensemble. Et c'est comme ça. Puis aussi, sachez qu'on travaille sur la planification mettons, des zones patrimoniales. On fait des plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire des règlements d'urbanisme pour préserver le patrimoine. On travaille aussi là-dedans, puis préserver les paysages culturels. Donc, Tout à fait. c'est le fun de pouvoir travailler à différentes échelles. Parce que quand on acquiert l'expérience à l'échelle, mettons, du bâtiment, mais des fois, on devient super bon. Puis là, on se rend compte qu'il y a peut-être des élus, des gestionnaires qui auraient besoin de notre expertise. Fait que ça, c'est le fun de travailler à plusieurs échelles. C'est tout le temps qu'on a déjà pour l'entrevue. Ça a passé extrêmement vite. Madame Deschênes, avez-vous un dernier message ou des conseils à adresser à nos jeunes qui nous écoutent, qui auraient envie de poursuivre pour la profession d'architecte? Écoutez, moi, je veux vous encourager. Comme je dis, il faut rêver. On l'entend souvent, mais moi, j'ai rêvé et j'ai accompli mon rêve. Et donc, si je suis capable, vous êtes capable. C'est sûr que ça prend de la détermination. Il y en a eu des échecs. On fait des erreurs à tous les jours. Tu sais, on se trompe, on n'est pas parfait, mais on garde l'objectif. Puis après ça, ben, on est fiers. Là, hein, quand on accomplit quelque chose, on est fiers de nous. Donc, moi, je vous encourage à poursuivre vos rêves. Je vous remercie de votre temps. Puis, si des fois vous vous êtes intéressé, ben, on a un site web, puis on a un Facebook aussi. Fait que vous pouvez nous écrire, puis on pourra répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup pour votre générosité, sur ces belles paroles d'encouragement. C'est ce qui met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois pour votre temps et merci aux jeunes d'avoir été connectés avec nous. On a eu droit à des belles questions très pertinentes. Donc, j'espère que ça a pu vous aider dans votre choix scolaire et professionnel. Merci encore et on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup.